Alors, bonjour, bienvenue, merci de venir à cette présentation. Je vais parler de... Alors, vous voyez mon titre, c'est Don't Trust Test. Je sais qu'il y en a un. Je ne vais pas remettre en question le bien du test et leur valeur. Je vais plutôt dire Don't Trust, virgule, test. Ne faites pas confiance à vos collègues et faites des tests. En fait, pour la petite histoire, j'avais fourni ce titre une première fois à l'organisateur du document. Il l'avait traduit automatiquement, ne faites pas confiance au test. Et du coup, pour l'anecdote, je l'ai gardé dans le titre. Mais bon, je vais bien parler de la confiance que j'ai en mes collègues. Un bien d'entrée, je vais montrer qu'ils pètent mes tests tous les jours. On va donc en parler. Alors, déjà, qui je suis? Donc, Gontier Olivier. Je suis consultant formateur à Zenica, donc divers techno. Principalement, mon hobby, moi, c'est le développement mobile. Historiquement, j'ai toujours fait de l'Android depuis un bon bout de temps, mais maintenant, je fais d'autres choses autour, notamment du HTML5, etc. Des choses qui vous intéressent peut-être un peu moins aujourd'hui. Je suis contributeur également sur InfoQ.fr, qui est donc une version française d'un site d'actualité US qu'on a lancé récemment avec Zenica. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller. On a filmé quelques présentations d'ailleurs sur cet événement. Donc il y aura quelques conférences qui seront transmises via info.com. Je suis également membre du POD, avec un certain nombre de personnes ici qui organisent donc bien sûr cette POD. Et plus récemment, j'ai également fondé un BlackBerry Developer Group, parce que oui, je suis un maso et j'aime bien faire des trucs différents. Et ça marche bien. Alors, en parallèle de tout ça, donc moi je suis en mission, je travaille chez Orange Valley sur une application qui s'appelle Libon. Donc Libon, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet de faire de la VoIP, du chat instantané, il y a un espèce de concurrent à WhatsApp, à Skype, etc. Ça fait également de la personnalisation de répondeurs. Donc vous pouvez par exemple dire, pour ce contact-là, je attribue telle réponse. Alors, le testing. Donc, de quoi on va parler? Tout d'abord, pourquoi faire des tests? Les tests, on ne va pas se cacher, ça représente un investissement, c'est du temps à mettre. Il faut développer des tests, il faut les écrire. Donc il faut du temps pour ça. Mais vous avez besoin de stabilité dans vos applications. Et les tests qui sont là justement pour détecter les régressions dans vos applications. C'est-à-dire que vous allez faire des tests, donc faire des scénarios, et quand il y a quelque chose que vous allez changer dans votre code, vous allez automatiquement savoir si vous avez pété quelque chose d'autre dans votre code quelque part qui existait déjà auparavant. Donc, il faut en faire des tests, c'est très bien, c'est une bonne chose. Alors en pratique, une équipe de dev, ça va être comme ça, on aura un ensemble de développeurs. Il y en a un, le Red Guy, il va s'efforcer de maintenir les tests, de les écrire. Et les autres, ils vont s'efforcer de les casser tout le temps. Chaque fois qu'ils vont faire des changements, ils vont venir péter ces tests. Et ça, c'est bien sûr l'objectif donc de faire des tests, ça va être de simplifier l'écriture des tests pour que les autres développeurs puissent en faire également et pouvoir donc les mettre à jour très facilement. Donc on va distinguer deux types de testing déjà, dont je vais parler moi dans ma présentation ici, il y en a d'autres, on est bien d'accord. On va faire du test unitaire et du test d'intégration. Quelle est la différence entre les deux? Du test unitaire, ça va être je teste un composant de manière isolée et uniquement ce composant. Je vais par exemple tester une classe ou une méthode. Donc un peu en mode black box, je vais envoyer une entrée par exemple à une méthode et je vais attendre une sortie qui doit normalement être donnée. En test d'intégration, ça ne va pas être la même chose. Je vais plutôt manipuler un composant dans son environnement. C'est-à-dire que je vais donc par exemple prendre une activité qui a été lancée suite à telle autre activité, qui va déclencher tel service, etc. On va donc manipuler vraiment toute notre application et la manière dont interagissent les composants. Donc les problématiques qu'on va avoir, c'est déjà qu'est-ce qu'il faut utiliser pour faire des tests. Vous allez voir, on a pas mal d'outils pour ça. Nous, on va se concentrer sur un outil qui n'est pas forcément le meilleur, qui est celui de base, qui est en fait
l'outil de testing, le framework de testing qui est fourni avec le SDK Android. Donc qu'est-ce qu'il faut tester? Il faut tester plein de choses. Est-ce qu'il faut tester des activités? Est-ce qu'il faut tester mes interfaces? Est-ce qu'il faut tester mes content providers, la manière dont j'enregistre en base, etc. Comment on va être efficace? Comment on va simplifier notamment l'écriture des tests? Comment on va simplifier la compréhension des tests? Est-ce que mes tests ils ont vraiment de la valeur? Est-ce qu'ils veulent vraiment dire quelque chose? Et quand il faut runner les tests? Alors quand il faut runner les tests, je vais faire simple sur cette question, le plus souvent possible. Par exemple, nous, ce qu'on a chez Orange Valley, c'est à chaque fois qu'on push sur la branche d'intégration, on va runner à nouveau les tests pour voir si quelque chose a été fait. Comme ça, automatiquement après un changement, on voit s'il y a un changement, s'il y a quelque chose qui a été testé. Et ça nous permet de reloquer très facilement. Donc on va commencer avec le framework Android pour du test. Vous allez voir, je vais le décomposer. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Donc ça fait partie du SDK, c'est déjà là, c'est dans Android.jar, on a déjà tout ce qu'il faut. C'est basé sur JUnit 3. Déjà, ça fait un petit peu mal, JUnit 3, vous savez qu'il y a JUnit 4 qui existe, qui apporte un certain nombre de choses. Ici, on a donc une restriction. Oui, il faut juste souffler. Et ce que ça va apporter, donc, ce sera bien sûr une instrumentation de composants spécifiques à Android. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tests très spécifiques à Android, par exemple, est-ce que je peux lancer mon application et la faire ensuite sans qu'il y ait un crash? Alors, comment ça va marcher? L'application principale qu'on va tester va être installée sur notre device, sur notre ordinateur, et on va avoir en fait une autre application à côté qui est l'application de test. Cette application de test, on va également l'installer sur notre device, et les deux vont marcher en fait dans le même processus. Dans le même processus, le test package il va faire appel à un instrumentation test runner qui va faire en fait la passerelle entre les tests et mon application. Et donc, au sein de mon application de test, je vais aller manipuler en fait mon application principale. Ensuite, derrière, on a bien sûr donc, toute l'écriture de nos tests, la description des scénarios, qu'est-ce que je moque, etc. Ça, on va le voir enfin un petit peu. Donc, comment on va commencer? On va créer un projet de test. Alors, pour ça, on a un linéaire qui s'appelle Android, qui nous permet de générer directement notre projet de test. Ou alors, vous avez bien sûr un IDE. La plupart des IDE, vous faites simplement demander génère-moi un projet de test. Il va vous le faire directement. Donc il va vous générer en fait vraiment une application Android. C'est-à-dire que vous allez retrouver par exemple un Android manifest à l'intérieur. Et un certain nombre de classes. Par contre les classes ce ne sera pas des classes qu'on a l'habitude de voir dans des applications type. Donc on ne va pas retrouver des activités, etc. On va retrouver en fait des tests. Les tests, on va voir notamment que ce sera des tests. Ensuite pour runner nos tests, alors soit on clique sur run test dans notre IDE, tout va bien, ou alors on va lancer des commandes. On lance ADB shell AM instrument pour dire je vais me loguer sur mon téléphone et je vais invoquer en fait l'instrumentation de mon package test. Ou alors avec Maven, si vous utilisez le Android Maven plugin, donc qui permet de gérer votre projet avec Maven, vous faites MVN Android de point instrument et ça va lancer donc les tests. Après, donc, je ne le spécifie pas ici, mais il est possible de dire je ne lance que ce test, je lance tous mes tests mais en mode debug, et là je vais pouvoir mettre des points d'arrêt, etc. Donc exactement comme avec une application d'Android. Alors on va analyser le framework de test. On va décomposer vraiment ce framework et voir qu'est-ce qu'il nous offre. Bien sûr, je vais prendre les composants qui m'intéressent moi, c'est-à-dire ceux que je vais utiliser en tant que développeur. En fait, en pratique, dans les sources, vous allez trouver bien sûr un certain nombre de choses qui vont participer au fonctionnement même du framework de test. Alors déjà, dans le framework de test, ce que vous allez trouver, c'est des test cases. Les test cases, ça va être une classe qui regroupe un certain nombre de tests. Il va y avoir deux familles de test cases. Des instrumentation test cases et des Android test cases. Les deux sont différents. Donc le instrument test case, il va nous fournir un objet instrumentation qui fait partie de l'Android, qui nous va me permettre en fait de manipuler vraiment mes objets. Donc ça va être utile donc, pour tester des activités et également de la synchro de contact.
de synchro d'Acoute. Ensuite, on a des Android Case Case qui vont nous permettre d'accéder vraiment aux ressources de notre application. Donc on va pouvoir tester des providers, des services, des loaders et des applications. Ça va nous fournir dans les deux cas un contexte. Ce contexte donc, qui sera directement mappé sur le contexte de notre application. Donc si je fais get application context sur le contexte qu'on me donne, je vais retrouver en fait le contexte de mon application. Voir ici, manipuler tout ce que je veux. Et également dans les Android Test Case, on va trouver des assertions particulières pour vérifier les permissions d'une application. Donc je vais décomposer encore plus loin. Donc on a vu ces deux familles-là, en fait, il y a un certain nombre de test cases qui héritent de ces deux classes. Donc vous allez peut-être pas bien voir avec le format. En gros, en haut on a les Instrumentation Test Case et en bas on a les Android Test Case. Déjà, première chose, il y en a deux qui sont dépréciés dans les Instrumentation Test Case. Ce sont donc des Activity Instrumentation Test Case et des Provider Test Case. Sachant qu'à la place, on a un Activity Instrumentation Test Case 2 et Provider Test Case 2. Il faut préférer donc aux versions dépréciées. Donc on va décomposer ça. Donc ici, déjà sur l'Android Test Case, on va retrouver donc un service test case, un provider test case, un loader test case, et une application test case. Donc là, on va pouvoir tester vraiment chaque composant séparément. Après, sur nos instrumentation test case, on va retrouver donc l'activity instrument test case, l'activity unit test case et le single launch activity test case. Trois manières de tester des activities, donc trois test cases différents. On va voir les différences tout de suite après. Et à la fin, donc, il y a un sync-based instrumentation test case qui nous permet de tester les synchros d'Acoute. Je vais encore plus loin. Je décompose maintenant ces classes et on va voir à quoi elles servent. Donc déjà, sync-based instrumentation, c'est donc la classe qui va me permettre de tester de la synchro d'Acoute. Là-dessus, donc ça va être un test case, tout ce qui est plus classique. On va pouvoir donc, le sous-classer pour définir nous nos tests de synchro. Et par contre, ce qu'il faut voir dans ces test cases-là, c'est les méthodes qu'ils apportent et les possibilités donc qu'ils nous donnent pour aller plus loin dans la manipulation de notre application. Sur notre sync-based instrumentation, on va trouver deux méthodes, dont une est sync provider, qui dit tiens, tu vas aller me faire la synchro de cette réponse, c'est géré entièrement par l'OS directement. Et je peux également arrêter la synchro en disant cancel sync and disable autosync. Donc je peux prendre la main et dire lance-moi la synchro, arrête-la quand je veux. La deuxième classe, c'est Activity Unit Test Case. Unit Test Case, parce que là, on va tester notre activity dans un mode isolé. C'est-à-dire qu'on va, en fait, pouvoir, par exemple, lui donner le parent qu'il appelle comme on veut. Il n'a pas forcément d'application. C'est vraiment uniquement la classe Activity qu'on va tester. Pour ça, on va avoir un certain nombre de méthodes, par exemple Start Activity, qui va me permettre de déclencher vraiment mon activité, de la lancer. Je vais pouvoir lui donner également son contexte. Je peux l'injecter directement. Donc là, par exemple, si j'aurais ensuite un mode contexte, je pourrais éventuellement l'injecter. Donc cette activity contexte, je lui passe un contexte. Et je peux également lui dire, tiens, c'est telle application class qui est ton application. Donc, je lui dis cette application et je lui donne une application. Donc là, je ne suis absolument pas lié à mon application et à la manière dont fonctionne mon application réellement. Je lui donne toutes les informations que je veux. Sachant que là-dedans, on va également retrouver un inner mock activity, donc qui va nous permettre de moquer une activité. Donc on va par exemple pouvoir dire, je vais créer une fausse activité, puis je vais dire que ma fausse activité appelle l'activité que je suis en train de tester, par exemple. Ensuite, on a donc l'Activity Instrumentation Test Case 2. Donc c'est pour tester cette fois nos activités, mais en mode vraiment fonctionnel, donc en test d'intégration. On va avoir cette fois la méthode getActivity. On ne va plus la lancer nous-mêmes l'activité. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, si elle existe déjà, on va aller directement la chercher et donc la manipuler. Par contre, ce qu'on va pouvoir changer, c'est quand même l'imitate qu'on passe à l'activité. Donc par exemple, si vous voulez tester la manière dont votre
l'activité va réagir, quand elle va recevoir des données dans un intent quand elle est lancée. Vous pouvez injecter ici l'intent de votre choix et donc faire votre test. Donc pour l'instant, je me contente de décomposer vraiment chaque classe et de voir qu'est-ce qu'elle me permet de faire. Ensuite, on va essayer de mettre tout ça ensemble et de voir comment ça marche. Et donc le dernier test case donc, qui est fourni par l'Instrumentation Test Case, c'est le Single Launch Activity. La différence, c'est que là, on est toujours dans un test d'intégration, sauf que on va lancer en fait une activité une fois pour tous les tests de notre test case. À la différence du test case précédent, en fait, il fait donc une initialisation en fait de notre activité à chaque setup et à chaque teardown, on va complètement la supprimer. Donc là, on va lancer une activité, on va la manipuler sur tous nos tests de notre test case, et ensuite on va le faire. Donc ensuite, on a la famille des Android Test Case, donc qui vont nous permettre de tester nos ressources. Nos ressources, ça va être par exemple comment je vais tester mon application. Notamment, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir lancer et arrêter mon application quand je le veux. Donc je peux faire une initialisation, lancer mon application, la supprimer, faire des tests, etc. Donc pour ça, on a donc, les méthodes create application, terminate application et également get system context si on a besoin d'injecter un contexte. Si besoin, il faut retrouver le contexte qui est fourni par ici. Le loader test case, on va tester un loader. Le loader, pour rappel, c'est on va donner une URI, il va aller nous chercher par exemple dans un content provider directement nos données, il va nous les ramener. Et ben, c'est exactement ce qu'on va faire ici dans nos tests, sauf qu'on va avoir en fait une fonction, une méthode qui s'appelle getLoader result synchronously. Donc on lui donne une URI, il va aller nous chercher nos données, et puis après on n'a plus qu'à aller voir si effectivement c'est les bonnes données qu'il m'a ramenées. Ensuite on a le service test case. Service test case, lui, il permet de faire le lien avec un service. Donc start service avec un intent, bind service, ou bien même shutdown service pour lui dire je l'arrête. Et le dernier, c'est le Provider Test Case 2, qui est peut-être un des test cases les plus compliqués, parce que là, on a déjà des processus d'isolation de notre provider. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va utiliser derrière un mock content resolver. On va voir juste après comment ça marche, mais en gros, on va tester uniquement un provider ici, et il n'y aura aucune interaction avec les autres providers de notre application. Et il y a également une méthode qui nous permet de directement instancier un provider avec un content resolver, qui est une méthode statique qu'on n'utilise pas tous les jours. Ça, c'est un peu facile. Donc, on a vu un petit peu les familles de test cases qu'on a. Ensuite, on a les mocks. Les mocks, pour rappel, c'est je vais prendre une classe et je vais changer un petit peu son comportement pour pouvoir faire les tests que je veux. Dans le framework, on va retrouver un certain nombre de classes, mock application, mock content provider, mock content resolver, mock context, mock cursor, mock dialog interface, mock package manager et mock resourcing. Ok, ça fait beaucoup de classes, sauf que pour la plupart, elles sont assez inutiles. On ne va pas forcément les utiliser telles quelles. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart de ces mocks, ce sont juste donc, un sous-classement, donc des classes qui héritent de, par exemple, l'application, etc. Et pour chaque fonction de l'application, on va le overrider, on va renvoyer quelque chose, donc une exception, par exemple, unsupported operation exception. Bon, ça n'apporte pas grand-chose. Il y a une exception, c'est le mock content resolver, qui était déjà donc celui qui était mis en place dans notre provider test case 2. Donc on avait dit on a un mock content resolver. Le mock content resolver, c'est une classe par contre qui est très intéressante, qui va beaucoup nous aider pour faire nos tests et pour isoler nos tests. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un content resolver dans lequel vous pluguez vous-même vos content providers par rapport à une numérique. Donc vous avez pour ça une méthode qui s'appelle addProvider. Vous lui donnez une autorité et un content provider. Et donc, vous allez lier en fait vous-même vos content provider, sans tenir compte des liens qui sont déjà établis donc, dans l'application de manière basique.
Et vous avez également donc, une fonction notify change pour forcer donc, le notify depuis ce contrôle provider. Donc, je reviens juste donc, ce que je disais dans le cas du content provider test case 2, donc on avait mis en fait un seul content provider qui est en fait plugué sur notre content resolver. Alors pour les mocks, il y a quand même quelque chose de plus en fait qui va prendre source donc en fait du contexte du concept des contextes wrapper. Contexte wrapper, parce que c'est quelque chose qui est un contexte, qui prend un contexte en paramètres et qui en fait va renvoyer pour chaque fonction du contexte l'appel vers le contexte non paramètre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sous-classer en fait et redéfinir certains comportements de votre contexte. On a deux classes dans le framework de test qui utilisent ce principe. Le premier, c'est isolated context. Isolated context, lui, son but, c'est d'isoler complètement vos tests du device. C'est-à-dire que si vous utilisez un isolated context, à chaque fois que vous allez demander par exemple un fichier, il va vous renvoyer des. Il n'y a rien qui va être affecté. À chaque fois que vous allez demander get check URI permission, il ne va pas aller vraiment checker au niveau du système s'il y a la permission, il va vous dire ok, il n'y a pas de souci, vous avez la permission. Si on va demander un système service, il va nous renvoyer de nul. Donc on ne va pas avoir d'interaction avec le système. Et ça va nous permettre vraiment d'isoler notre système. Alors ça a également par contre une liste de broadcast intents. En fait, tous les intents qu'on va envoyer à travers ce contexte vont être gardés au sein de ma classe isolated context. Et je vais pouvoir donc avoir une historique de tous les intents qui ont été passés, et là je vais pouvoir faire ensuite des tests. Est-ce que j'ai bien reçu cet intent, par exemple, à la suite de telle action? Et il y a quelque chose qui est très intéressant également dans cette classe, c'est qu'il y a un mock account manager. Donc vous allez pouvoir en fait, par le biais de cette classe, utiliser un mock account manager, par exemple, dire bah, sur mon téléphone, j'ai déjà un faux compte Skype qui a tel contact, un faux contact Lubon qui a tel contact, et donc faire vos tests, par exemple, si vous voulez importer directement les contacts de ces accounts. La deuxième donc, qui tire parti donc, du contexte wrapper, c'est renaming delegating context. Celui-là est également très intéressant. Plutôt que dire je vais vous empêcher d'écrire quelque chose, on va dire je vais te permettre d'écrire quelque chose, mais sauf que ça ne va pas être au même endroit que ce que demande l'application. Et en fait, à chaque fois qu'on va demander, par exemple, une écriture d'opération, de fichier, il va aller nous rajouter en fait un préfixe devant notre nom de fichier, et du coup, il y aura un second fichier qui va être écrit, et du coup, on ne va pas interagir avec notre application. Non. De même pour les databases. Alors, on a vu les test cases, on a vu les mocks. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui vont vraiment de testing? C'est des assertions. Les assertions, ça va nous permettre en fait de faire des tests. C'est-à-dire, c'est des opérations de comparaison qui vont dire fail ou true. Fail, donc ça apparaît ici, ou bien c'est bon, ça arrive ici. Donc on a deux classes d'assets supplémentaires donc, par rapport aux assertions de GNU 3, d'accord? La première, c'est ViewAssets. ViewAssets, c'est quelque chose qui va nous permettre de tester des vues. Par exemple, on va pouvoir tester que deux vues sont alignées. Donc, assert left align. Donc, je vais tester que la view first est bien alignée à gauche avec la view 2. Je peux également tester que ma vue, elle a à l'écran telle coordonnée. Donc là, je vais faire appel à assert asScreen coordinate. Je lui donne une view avec un X et un Y qui va les tester donc, dans mon interface. Et effectivement, à ces coordonnées-là, je vais bien retrouver donc, ma vue. S'il ne la retrouve pas, donc, notre test va flaguer et à ce moment-là, on n'aura rien. On peut également tester donc, une vue est bien contenue dans une autre, bien qu'une vue est bien affichée à l'écran. La deuxième chose, c'est more assert, qui est en fait vraiment un complément d'assertion par rapport à GUnit, mais qui va vraiment tester des. Et en fait, ça prend directement en paramètre
un contexte, des permissions. Donc on peut manipuler notre content provider et injecter ce qu'on veut. Et ensuite, donc, une fois qu'on a injecté notre contexte, on n'a plus qu'à redéfinir donc, les fonctions dans lesquelles on va vouloir renvoyer ce qu'on veut. Par exemple, si je veux renvoyer un getContentResolver, mon mob contentResolver, je vais faire un new mob context et je vais renvoyer ici getContentResolver, je vais retourner mon mob contentResolver que j'ai défini juste par là. Alors pour isoler, donc, on a vu qu'il y a les renaming et isoler type contexte. Je peux les utiliser. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui me permet d'avoir sur mon téléphone à la fois mon application et à la fois mes tests. Sachant que la première fois, par exemple, que je suis arrivé chez Ibon, j'ai lancé mes tests sur mon téléphone et j'ai vu tous mes contacts qui étaient supprimés 2 minutes après. Heureusement, il y a la synchro de contact avec Google, on peut revenir une heure avant et on récupère tous les comptes. Alors, quelques astuces pour du testing. Je vais vite parce qu'il ne reste que 5 minutes. Alors, quand on fait du développement, souvent on veut avoir des comportements asynchrones. On va pas vouloir par exemple bloquer notre UIFred, etc. On va faire quelque chose de performant, on va mettre dans des threads séparés. Ça c'est bien. Sauf que dans le cas des tests, on veut exactement l'inverse. On veut que tout soit synchrone. Parce qu'on veut tester, quand je lance ça, alors après l'exécution de l'action que j'ai demandée, j'obtiens ça. Pour ça, on peut utiliser quelque chose qui s'appelle le countdown match de Java, qui me permet d'attendre, en fait, par exemple, si... Alors, ça ne marche pas dans tous les cas, hein, mais ça va marcher si j'obtiens un événement à la fin de mon action, ou bien un callback. Donc, ce que je vais faire, c'est par exemple, ici, si j'ai un broadcast receiver, je sais que je vais recevoir un événement une fois que j'aurai lancé l'action que j'ai demandée. Donc, dans mon receive ici, je vais faire un match.countdown, ce qui va faire, en fait, réaliser le countdown qui était en train d'attendre juste en dessous. Donc je définis mon broadcast, je lui demande d'attendre 60 secondes, et donc si j'arrive dans cette méthode, automatiquement ça va relâcher ici mon latch, et donc j'ai ramené ça un petit peu à un comportement synchrone. Ensuite, la réflexion. La réflexion en termes de performance, c'est pas bien dans une application standard. Mais dans les tests, on peut y aller, c'est bon, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de performance de toute façon. On peut modifier tout ce qu'on veut, ça va être particulièrement pratique pour injecter des choses, modifier la visibilité de certains attributs si on a des trucs privés ou ce genre de choses. Donc, par exemple, je prends un champ, je peux le rendre accessible, donc je le rends public, je peux injecter une valeur et ensuite invoquer une méthode. Et là, je peux redéfinir des choses, pas forcément des choses que je peux faire en pratique, mais si je veux faire du test unitaire, ça peut être bien de rendre l'accessibilité fonction qui n'est pas normalement accessible également. Alors les builders, j'aime bien utiliser des builders. Vous en avez peut-être déjà dans votre code de production, mais en fait ce qui est bien, c'est de simplifier le plus possible l'écriture d'objets et l'injection de données pour faciliter vraiment la création d'objets et donc de données. Par exemple, vous faites un contact builder. Le contact builder, ça va s'utiliser comme ça. Donc, new contact builder, point first name Toto, point build, et automatiquement j'ai mon contact qui a first name Toto. Et je peux aller comme ça plus loin, et faire plusieurs champs, et donc simplifier un petit peu mon écriture de données. Alors, moi j'aime bien également l'utilisation du random. Random, pourquoi? Parce que ça va me changer finalement à chaque fois les scénarios de mes tests. C'est bien si on garde une trace de tous nos tests, bien sûr. Donc à chaque fois qu'on va utiliser du random, il faudra penser à loguer les données qu'on a générées, parce que s'il y a eu un problème, il faut retrouver les conditions dans lesquelles on a lancé nos tests. La première chose, c'est ne faites pas vous-même le random, parce que les randoms, c'est bien, mais allez pas chercher par exemple à faire une boucle for qui ici, i est modulo 2, alors on va faire plus i dans la string, etc. C'est ridicule. Il y a des librairies qui sont là pour ça. Donc on a par exemple random string utils de Apache Commandments, random de Java utils, et même plus loin, quelque chose que j'aime bien, c'est Data Factory. Data Factory, c'est quelque chose qui est capable de générer aléatoirement des données. Par exemple, je vous demande un first name,
il va me renvoyer Peter, il va me renvoyer Bob, etc. Pareil, je peux lui demander une date, je peux lui demander une ville, etc. Je fais vite. Alors, donc ensuite, moi ce que j'aime bien faire également, c'est regrouper donc tous les composants finalement, toutes les méthodes qui vont wrapper quelque chose qui réutilise. Par exemple, je vais faire des fonctions, des méthodes statiques qui vont permettre de créer un utilisateur, de faire un login, de faire un delete user, un force delete user, etc. Et comme ça, je vais pouvoir en fait simplifier l'écriture de test parce que par exemple, quand je vais écrire un scénario, ensuite je vais dire alors je crée un user, je le log, et ensuite je l'utilise. Et du coup, j'ai quelque chose d'assez visible au sein même de mon test case. Après, c'est pas forcément important. Alors, il y a un gros problème avec JUnit 3, c'est qu'on n'a pas les @beforeclass et @afterclass qui sont présents dans JUnit 4, qui nous permettent donc de faire si vous voulez, un setup au début de tous les tests et un teardown à la fin de tous les tests. Pour résoudre ça, on n'a pas trop de solutions, sachant qu'en JUnit 3, on avait quand même une solution qui s'appelait test setup, qui n'est pas présent ici dans les SDK. Donc pour faire ça, on va pouvoir utiliser éventuellement pour initialiser des valeurs des constructeurs, un bloc statique, un booléen qu'on set à true la première fois qu'on passe dans setup, éventuellement. Et par contre pour le teardown, le after class, c'est beaucoup plus difficile. Il faut éventuellement compter le nombre de tests et voir si on les a tous faits, alors on efface par exemple toutes les données. Alors je passe vite sur les librairies parce que c'est un sujet important quand même. Vous aurez les slides si ça vous intéresse. Donc il y a, vous avez vu, moi j'ai parlé ici donc, du framework qui est fourni avec les sources Android, mais il y a beaucoup de choses qui nous simplifient la vie au niveau des tests. La première chose c'est Robotium. Donc Robotium c'est un framework qui est en fait une surcouche un petit peu du framework de test qu'on utilise déjà, mais qui va nous permettre de simplifier la vie sur du test d'interface surtout. Donc par exemple, je vais pouvoir dire, quand j'introduis dans le premier edit field de ma vue, je clique sur le bouton et je lui passe directement ici un ID multiply. Donc en fait, on ne manipule pas exactement les vues comme on le faisait déjà auparavant, mais il nous fait déjà une logique qui va chercher pour nous de manière un petit peu plus intelligente les composants qui sont non nommés. Deuxième chose, c'est Robolectric. J'ai vu, je crois, 2 ou 3 fois le nom passer dans les presse avant moi. Robolectric, c'est très efficace parce que déjà, ça marche avec JUnit 4. Et ensuite, surtout, ça marche sur une JVM standard. C'est-à-dire qu'au contraire du framework de test où il fallait runner automatiquement nos tests sur le device ou bien sur un émulateur, donc sur d'appli, ici, on va les lancer directement sur notre JVM classique, donc au sein de notre desktop, etc. Ça permet d'aller très vite, de faire un UTDD éventuellement, parce que lancer des tests sur un device, c'est beaucoup plus. Après, il y a des petits outils supplémentaires qui sont vraiment super pour faire des tests. Alors, si vous connaissez FastAssert, c'est vraiment quelque chose qui permet de simplifier les asserts. Donc, par exemple, au lieu de dire assert equals, et là je prends la valeur view.gone et je teste par rapport à view.getVisibility, je vais pouvoir dire assert par view.isGone. Et ça va en fait me simplifier les asserts et donc me les clarifier le plus possible. Je vous retiens. Donc Mockito, qui est compatible également Android, allez voir, ça permet de faire des choses très classes. Donc on a quelques fonctions en fait qu'il faut connaître. Donc par exemple mock class qui va créer une instance de mock, verify de mon mock point une méthode, il va aller voir en fait si ma méthode elle a été appelée déjà sur mon objet. Et sinon je peux dire également when telle méthode est appelée, alors je retourne tel objet. Et donc je peux facilement distribuer des modes comme je veux. La dernière chose que je voulais montrer, que je n'ai pas encore eu le temps de tester personnellement, c'est Spoon. Spoon, c'est un projet en fait, qui me permet de lancer des tests sur divers devices et qui va me générer ensuite une interface avec un rendu qui va me dire bon voilà, j'ai parcouru tel nombre d'activités, il y a eu un crash à telle activité. Sur l'industrialisation, je vais passer. En gros, on peut avoir le coverage, donc la couverture des tests en utilisant EMA, donc ça c'est bien documenté, on a juste une valeur à rajouter. Donc le mieux c'est de lancer nos tests donc, sur une intégration continue, type sur Jenkins, etc.
etc. Moi j'ai fait un patch sur Maven Android plugin pour qu'il accepte le -d Maven test failure.ignore égale truc. C'est pas pour ignorer les tests, mais c'est pour dire que quand un test fail, alors lui il passe en main stable au lieu de passer en erreur. Ce qui est très important et très différent. Et il y a bien sûr beaucoup d'autres choses dont j'ai pas parlé, j'aurais beaucoup aimé en parler, mais on a Selenium, comment manquer un environnement, comment on va utiliser Cucumber pour faire des tests de très haut niveau, comment utiliser Monkey, donc Monkey c'est du bourrinage d'interface. Il y a plein de choses. Et voilà, donc je lis une slide. J'ai conscience qu'il y a beaucoup de choses dans les slides. Si vous voulez les récupérer sur des gens en ligne, il faut aller sur slide.av/testing et commencer un truc, je pense, à 5 minutes là-dessus pour donner le lien.